Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du RGPD 3 ans après. Ça fait déjà 3 ans que le RGPD est rentré en matière en France et en Europe en général. Juste un petit agenda pour aujourd'hui. Je vais faire les introductions, donc je vais me présenter. Ensuite, on parlera des 10 principales tendances en matière de RGPD depuis les 3 dernières années, mais aussi au cours des prochaines années. Et enfin, potentiellement des questions de votre part. Donc, vous pouvez me contacter également si vous avez des questions. Je suis Sandrine Lagrange, je suis ingénieure solution senior chez OneTrust. Je suis également certifiée CIPPI et CIPM de l'IAPP. Donc, parlons des principales tendances. Comme je le disais, ça fait déjà 3 ans que le RGPD est entré en vigueur et voyons ce que nous avons appris et surtout comment ont évolué les tendances. Donc, 10 principales tendances à l'heure actuelle. Donc, réponse à la pandémie Covid-19, c'est vraiment un grand sujet de conversation à l'heure actuelle. Ensuite, ce qui est arrivé l'année dernière, c'est le fameux Schrems 2 et les transferts de données, qui est aussi un grand sujet pour tous nos amis DPO. Troisième chose, c'est le Brexit et la protection adéquate du Royaume-Uni. Ensuite, on aura le développement des protections adéquates de l'Union européenne. Le point 5, ce sera les mesures de contrôle qui ont augmenté en volume et en valeur. Et on en parlera très rapidement pour vous montrer que malheureusement, il y a de plus en plus de contrôles, mais également les valeurs qui sont associées à ces contrôles sont assez impressionnantes. On parlera de la régulation e-privacy qui fait un pas de plus, alors que les cookies continuent d'être au centre de l'attention des régulateurs, bien sûr. Point 7, ça va être les certifications ISO qui compensent l'absence de certification RGPD et de code de conduite dans les organisations. Ensuite, on va parler des programmes RGPD qui restent le point de départ de la mise en conformité avec les nouvelles réglementations mondiales. Elles évoluent de plus en plus, on en entend qui arrivent de façon régulière, on va parler de ça. Ensuite, le point 9, ça sera les trust centers qui sont les nouvelles politiques de confidentialité, et finalement, initiative réglementaire de l'Union européenne ayant un impact sur le RGPD. Alors, commençons par le point 1. Si on se base sur la réponse à la pandémie Covid-19, ce qui s'est passé, c'est que le DPB a mis en place des lignes directrices sur le traitement des données relatives à la santé à des fins de recherche scientifique dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Les règles de protection des données telles que le RGPD n'entravent pas les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Le RGPD est un vaste texte de loi qui prévoit plusieurs dispositions qui permettent de traiter le traitement de données personnelles à des fins de recherche scientifique liées à la pandémie de Covid-19 dans le respect des droits fondamentaux de la vie privée et la protection des données personnelles. Le RGPD également prévoit une dérogation spécifique à l'interdiction de traiter certaines catégories particulières de données à caractère personnel, telles que les données relatives à la santé, lorsque cela est nécessaire à des fins de recherche scientifique, comme je l'ai indiqué précédemment. Donc, très important. Les droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être appliqués lors du traitement des données de santé à des fins de recherche scientifique liées à cette pandémie. Et enfin, les législateurs nationaux de chaque État membre peuvent adopter des lois spécifiques conformément à l'article 9 de I et J du RGPD pour permettre le traitement de données de santé à des fins de recherche scientifique. Les traitements de données de santé à des fins de recherche scientifique doivent également être couverts par l'une des bases juridiques de l'article 6.1 du RGPD. Par conséquent, les conditions et l'étendue d'un tel traitement varient en fonction de la législation en vigueur dans l'État membre concerné. Il y existe également des dérogations et des limitations, mais en sachant que les situations telles que l'épidémie actuelle ne suspendent ni ne limitent la possibilité pour les personnes concernées d'exercer leurs droits. C'est très important à retenir. Toutefois, l'article 89, paragraphe 2 du RGPD permet au législateur national de restreindre certains des droits de la personne concernée.
Donc, principe clé de la protection des données dans le contexte de la Covid, donc transparence et information des personnes concernées. Ça, c'est primordial. Limitation de la finalité et présomption de compatibilité. Minimisation des données et limitation du stockage, ça, à nouveau, ne collecter que ce qui est nécessaire et limiter ce qui est collecté des individus. Et les périodes de stockage, donc les délais de stockage sont fixés et doivent être proportionnés. Pour définir cette période de stockage, il convient de prendre en compte des critères tels que la durée et la finalité de la recherche. Les dispositions nationales peuvent également stipuler des règles concernant la période de stockage et doivent être prises en considération. Et enfin, il faut respecter le principe d'intégrité et de confidentialité. Donc, au niveau de la réaction à la pandémie, un an après, donc on est tous passés au travail à distance. C'est la nouvelle norme, la nouvelle normalité. Mais on sait pertinemment que le retour au travail est à l'horizon. Donc, on le voit dans pas mal d'organisations où petit à petit les gens retournent au travail. Mais il y a également des défis liés à la protection de la vie privée qui ont continué à évoluer, sachant que les gens travaillaient de la maison. Et que potentiellement ont capturé des informations de santé par rapport à l'infection. Ensuite, il y a eu des changements au niveau des approches de l'approche globale. Donc, la pandémie a créé un paysage de plus en plus complexe à naviguer. Il y a eu des changements réglementaires qui ont un impact majeur sur les lieux de travail, soyons clairs. Et en plus de cela, on a eu de la chance d'avoir des guidances du DPA qui permet de définir des rôles et des objectifs qui imposent cette minimisation des données. Et enfin, l'équilibre entre la nécessité et la proportionnalité sont devenus de plus en plus importants. Et au final, également, on a vu de plus en plus d'analyses d'impact qui étaient mises en place par les organisations afin de répondre aux besoins qui sont sortis à cause de cette pandémie. Au niveau des dispositifs de suivi de contact, donc le fameux trace and trace, il faut trouver un équilibre entre, comme je disais précédemment, entre nécessité et proportionnalité. Donc, est-ce que c'est nécessaire de le mettre en place? Quelle c'est la proportionnalité aussi qui est liée à ce suivi? Et en plus de suivi de contact, il y a également eu la mise en place de surveillance des employés, donc des plans d'action coronavirus. Il y a eu aussi se demander quel était l'intérêt légitime de cette surveillance. Il y a de plus en plus également de logiciels de surveillance des appareils des entreprises, donc surtout parce que il y a de plus en plus malheureusement de problèmes d'attaques de cybersécurité. Je pense que vous avez tous vu les derniers articles dans la presse. Il y a de plus en plus d'attaques sur des grands groupes ou des organisations dans le monde entier, et ça devient de plus en plus important pour les entreprises de s'assurer que tout est protégé de leur côté. Ensuite, on a cette partie sur la vaccination et le retour au bureau. Donc, il y a clairement des défis en matière de protection de la vie privée pour le retour au travail. Donc, pendant très longtemps, on a eu ce contrôle de température, mais maintenant, on parle de plus en plus de passeports de vaccination, donc que ça soit, et on va en parler après, mais c'est ce fameux certificat vert numérique de l'Union européenne pour s'assurer que les gens peuvent voyager, que ça soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, mais également la collecte d'informations personnelles sensibles, donc des données médicales, de santé, ce sont des données personnelles sensibles. Donc, à quoi ressemblera l'avenir du monde du travail quand on va revenir à cette nouvelle norme? C'est à voir. Je voulais revenir aussi rapidement sur le fameux certificat vert numérique de l'Union européenne. On en parle de plus en plus. Donc, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissement un cadre pour l'émission, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables de vaccination, de contrôle et de guérison destinés à faciliter cette fameuse libre circulation pendant la pandémie de Covid-19. Donc, c'est le fameux certificat vert numérique.
Il y a aussi une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l'émission, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables de vaccination, de dépistage et de guérison pour les ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de Covid-19. Donc, il y a pas mal d'informations sur le site de l'EDPB si vous souhaitez en savoir plus. Maintenant, on va parler de Schrems 2. On va revenir sur ce qui s'est passé exactement. Donc, quelle est cette fameuse décision? Quelles sont les mesures complémentaires? Quelles sont les garanties essentielles? Et le fameux projet de clause. Donc, pour commencer, on va revenir sur ce qui s'est passé le 16 juin 2020. Donc, la CJUE a rendu son arrêt dans l'affaire Schrems 2, déclarant invalide la décision relative au bouclier de protection de la vie privée EU-USA, donc le fameux Privacy Shield, mais confirmant la validité des SCCs. Au cours de la procédure, il a été examiné la validité de ce fameux Privacy Shield par rapport aux exigences du RGPD. On a constaté que la protection des données à caractère personnel présentait des limites en raison du droit interne aux États-Unis, ainsi que de l'accès et de l'utilisation par les autorités publiques américaines de données à caractère personnel transférées depuis l'Union européenne. Il a été jugé que les dispositions des lois américaines ne satisfaisaient pas à des exigences essentielles équivalentes à celles requises par le droit européen. Donc, la CJUE a souligné que les SCCs sont un mécanisme qui, en pratique, permet d'assurer le respect d'un niveau de protection conforme aux droits de l'Union européenne, ainsi que de garantir que le transfert de données à caractère personnel est suspendu ou interdit en cas de violation de ces clauses ou lorsqu'il est impossible de les honorer, bien sûr. Suite à cette décision dans l'affaire Schrems 2, l'EDPB a adopté 2 recommandations. Donc, il y a la première recommandation 01-2020 sur les mesures qui complètent les outils de transfert pour garantir le respect du niveau de protection des données personnelles de l'Union européenne. Donc, et la deuxième recommandation, c'est 02-2020 sur les garanties essentielles européennes pour les mesures de surveillance. Grâce aux recommandations de l'EDPB, la Commission européenne a publié ces SCCs révisés pour consultation publique. Donc, les recommandations relatives aux mesures supplémentaires de l'EDPB. Donc, première chose très importante, connaître ces transferts. Il est important de savoir où sont transférées les données. Ensuite, c'est identifier les outils de transfert, donc quels sont les différents systèmes que vous utilisez pour transférer des données. Évaluer les niveaux de protection des données des pays tiers. Adopter des mesures complémentaires, bien sûr, donc pour s'assurer que si on transfère vers un pays tiers, on a bien des mesures de sécurité complémentaires pour que ces transferts soient les plus sécurisés. Ensuite, prendre des mesures procédurales, donc s'assurer que on a des procédures en place dans l'organisation. Et enfin, contrôler et réévaluer de façon régulière. Donc ça, c'est très, très important de s'assurer qu'on réévalue à intervalles réguliers les différents transferts qu'on a à l'extérieur de l'Union européenne vers des pays tiers. Donc, on a le principe d'équivalence essentielle des pays tiers. Outre les recommandations sur les mesures supplémentaires, le DPB a également adopté les recommandations sur les garanties essentielles. Les garanties essentielles européennes sont des normes de référence identifiées par la CJUE dans l'affaire Schrems 1 et ont été introduites afin d'assurer que les mesures de surveillance nationale n'aient pas d'impact sur la protection des données personnelles lors des transferts de données. Donc, il y a 3 garanties, du moins 4 garanties, pardon, qui ont été établies. Donc, garantie A, le traitement doit être fondé sur des règles claires, précises et accessibles.
Garantie B, la nécessité et la proportionnalité par rapport aux objectifs légitimes poursuivis doivent être démontrés. Garantie C, c'est un mécanisme de contrôle indépendant doit exister. Et enfin, la garantie D, des recours efficaces doivent être disponibles pour l'individu. Dans ces recommandations, le CEDP a souligné que bien que les fameuses garanties essentielles européennes puissent faire partie de l'évaluation de la législation des pays tiers en matière de transfert de données, ils ne sont pas exclusifs et ne constituent pas une liste complète de ce qui est nécessaire pour démontrer l'équivalence essentielle dans une juridiction. Ensuite, il y a un projet de révision des fameuses SCC de la Commission européenne. Donc, la Commission européenne a publié son projet pour consultation publique qui était en cours de révision depuis un certain temps à la lumière de l'entrée en vigueur du RGPD. Les SCC révisés adoptent une approche modulaire pour tenir en compte de la diversité des scénarios de transfert. Dans le projet de la Commission européenne, 4 statuts différents des parties sont définis. Donc, le premier, c'est responsable de traitement vers responsable de traitement. Le deuxième module, ça va être les responsables de traitement vers les sous-traitants. Ensuite, on a les transferts sous-traitants vers traitant ultérieur, donc les tiers qui sont potentiellement utilisés par un sous-traitant. Et enfin, le dernier module, c'est du sous-traitant au responsable de traitement. En outre, donc les Standard Contractual Clauses révisées de la Commission européenne ont un champ d'application plus large pour refléter la portée extraterritoriale du RGPD, ainsi qu'une plus grande flexibilité pour faciliter l'utilisation de ces SCC dans des relations complexes et en constante évolution. Elles sont révisées, leur révision reflète également un cadre renforcé de protection des données en vertu du RGPD et des clauses spécifiques pour répondre aux préoccupations soulevées par la décision Schrems II. Le 15 janvier 2021, le DPB et le CEPD ont publié une déclaration annonçant qu'ils avaient adopté des avis communs sur les 2 séries de projets des SCC de la Commission européenne. L'un des avis portait sur les projets de SCC pour des contrats entre les responsables de traitement et les sous-traitants, et l'autre sur des projets de SCC pour le transfert de données personnelles vers des pays tiers. Les SCC doivent également être examinés par les représentants de chaque État membre de l'Union européenne et approuvés selon la procédure, selon une certaine procédure. Ce processus devait être achevé en début de 2021. Donc ça, on a parlé à présent de toute la partie Schrems II. On va passer à un autre sujet qui est d'actualité, c'est le fameux Brexit et la décision sur l'adéquation du Royaume-Uni. Donc, cette fameuse période de transition, qu'est-ce que cela signifie pour la protection des données? Et ensuite, l'adéquation du Royaume-Uni, où en sommes-nous et quelles sont les prochaines étapes? Donc, petite chronologie du Brexit. Tout le monde se souvient quand le 19 mars 2017, le Royaume-Uni a envoyé une lettre pour déclencher le fameux article 50 suite au référendum. Pas mal de choses se sont passées depuis, mais en décembre 2020, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont annoncé qu'ils étaient parvenus à un projet d'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, dans lequel étaient incluses des dispositions prévoyant la poursuite de la libre circulation des données personnelles de l'Union européenne et de l'IE vers le Royaume-Uni jusqu'à l'adoption d'une décision d'adéquation. Le 31 décembre 2020, la période de transition a pris fin et le Royaume-Uni a quitté le marché unique et l'union douanière de l'Union européenne. Le gouvernement britannique et l'Union européenne ont prévu une série de mesures d'atténuation temporaire pour aider à réduire les perturbations pendant que les entreprises s'adaptent aux échanges commerciaux dans le cadre de l'accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. En l'absence de décision positive sur l'adéquation des données d'ici le 1er juillet 2021, le Royaume-Uni sera traité comme un pays tiers
pour les transferts de données personnelles, ce qui créera immédiatement de nouvelles exigences juridiques et entraînera une augmentation des frais de justice, une interruption des flux de données et une réduction des investissements dans les centres de données situés au Royaume-Uni. Heureusement, le 19 février 2021, il y a eu la publication du projet de décision de l'Union européenne sur l'adéquation du Royaume-Uni. Donc, la Commission a notamment souligné qu'elle avait évalué la législation et les pratiques du Royaume-Uni en matière de protection des données à caractère personnel, y compris les règles relatives à l'accès aux données par les autorités publiques, et a conclu que le Royaume-Uni assure un niveau de protection essentiellement équivalent à celui garanti par le RGPD et la directive sur l'application des lois. En outre, la Commission a souligné que, bien que le droit de l'Union européenne ait façonné le régime de protection des données du Royaume-Uni, il est essentiel que les conclusions relatives à l'adéquation soient à l'épreuve du futur, maintenant que le Royaume-Uni ne sera plus lié par les règles de l'Union européenne en matière de protection de la vie privée. En outre, la Commission a noté que, s'ils étaient adoptés, les projets de décision seraient valables pour une période de 4 ans, après laquelle la décision d'adéquation pourrait être renouvelée si le niveau de protection au Royaume-Uni continue à être adéquat. Au niveau, donc tout le monde est un peu en attente de la validation de cette décision d'adéquation, mais les flux de données entre l'espace économique européen et le Royaume-Uni resteront protégés par le régime provisoire conditionnel convenu dans l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni jusqu'au 30 juin 2021. Donc, on a encore à peu près 1 mois et demi avant que quoi que ce soit se passe. Au niveau des prochaines étapes, comme je disais, il y a énormément d'aspects de la loi britannique qui sont équivalents au RGPD, mais il y a certains défis qui existent et qui vont nécessiter une surveillance continue. En général, le Royaume-Uni est essentiellement équivalent à la directive européenne sur l'application des lois, mais certaines questions subsistent à nouveau. Il y a des inquiétudes aussi concernant les transferts en provenance du Royaume-Uni et les accords internationaux du Royaume-Uni, par exemple avec les États-Unis. Donc, il y a vraiment un appel à ce que la Commission européenne fasse une analyse plus approfondie afin qu'on puisse inscrire le Royaume-Uni dans ces pays qui ont bénéficié de cette adéquation. Il y a eu quelques développements de l'Union européenne en matière d'adéquation. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, quand on parle d'adéquation, la Commission européenne a jusqu'à présent reconnu qu'Andorre, l'Argentine, le Canada, les îles Féroé, Guernsey, Israël, l'île de Man, le Japon, Jersey, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et l'Uruguay offrent une protection adéquate. Par contre, le 30 mars 2021, les négociations sur l'adéquation ont été concluses entre la Corée du Sud et l'Union européenne. La Commission européenne va maintenant procéder au lancement de la procédure décisionnelle pour adopter cette décision d'adéquation. Donc, bientôt, on va pouvoir rajouter la Corée du Sud à cette liste de pays adéquats. Je mentionnais tout à l'heure le fait qu'il y a de plus en plus de sanctions. On le voit de façon régulière. Il y a pas mal de choses qui ont été publiées dans les journaux, sur Facebook et autres. Donc, il y a une augmentation des amendes et du nombre d'actions d'une année sur l'autre. Donc, juste un petit infographique sur cette page. Donc, ça, c'est entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021, vous voyez qu'il y a eu énormément de sociétés qui ont été pénalisées, principalement en Espagne. Et vous pouvez voir que sur cette carte-là, on a les montants exacts. Ça vient de notre base de données qui s'appelle Data Guidance chez OneTrust, où vous avez pas mal d'informations sur ce genre de choses, que ça soit sur les sanctions qui ont été données, mais également les montants et toute information réglementaire également.
On a parlé de Brexit, on a parlé de la Covid-19, mais je voulais aussi qu'on parle du fameux règlement e-privacy. Il continue à avancer, il est toujours pas en place, mais ça avance petit à petit. Et par contre, les cookies continuent à être au centre des préoccupations réglementaires, bien sûr. Donc, on est tous au courant de ce qui s'est passé cette année avec la CNIL et la décision de la CNIL sur l'implémentation des cookies. Donc, ce fameux règlement e-privacy, il y a plusieurs choses à prendre en ligne de compte. Donc, projet de règlement e-privacy sur la vie privée en ligne va, on l'espère bientôt, rentrer en ligne de compte. Il a initialement été proposé en 2017, à la suite duquel plusieurs discussions ont eu lieu et de nouveaux projets ont été publiés. Les négociations sont toujours en cours et il reste à voir si et quand le projet de règlement e-privacy sera finalisé et deviendra une loi. Les règles de ce fameux règlement e-privacy s'applique aux fournisseurs de services de communication électronique et aux fournisseurs d'annuaires accessibles au public, ainsi qu'à ceux qui utilisent des services de communication électronique pour envoyer des communications commerciales de marketing direct ou font usage des capacités de traitement et de stockage des équipements terminaux ou collectent des informations traitées par l'équipement terminal de l'utilisateur final émis par celui-ci ou stocké dans celui-ci. Ceci a une portée mondiale, bien sûr, doit s'appliquer indépendamment du fait que le traitement des données de communication électronique ou des données à caractère personnel de l'utilisateur final se trouve dans l'Union européenne ou ait lieu dans l'Union ou non, et ou que le prestataire de service ou la personne traitant ces données soit établi ou situé dans l'Union ou non. Donc, très, très important à suivre. Ça fait quelques années, ça passe à chaque fois qu'il y a un nouveau pays en tête de l'Union européenne. On reprend les conversations. On était en Croatie, on est repassé en Allemagne en espérant qu'à un moment donné, ceci va bientôt passer. Il y a une déclaration de l'EDPB sur le projet de règlement e-privacy. Donc, le DPB est préoccupé par le traitement et la conservation des données de communication électronique à des fins de répressive et de sauvegarde et de la sécurité nationale. Le DPB soutient l'approche fondée sur les interdictions générales et les exceptions étroites, spécifiques et clairement définies, axées sur la finalité, mais s'inquiète du caractère trop large de certaines exceptions, surtout pour l'article 6. Et le DPB souligne la nécessité d'un cryptage fort et fiable sans tentative de l'affaiblir. Au niveau des recommandations de cookies, comme vous avez pu le constater, comprendre les différentes directives en matière de cookies à travers le monde, puis traduire les exigences en action à entreprendre au sein des différentes entreprises peut être une tâche assez ardue. Il est important de ne pas se concentrer uniquement sur une solution technique pour répondre à des exigences. Il incombe aux professionnels de la protection des données personnelles d'élaborer également des politiques, des normes et des orientations internes concernant l'utilisation des cookies. Bien entendu, il est également important d'avoir un avis externe sur les cookies. Certains régulateurs, comme vous pouvez le voir sur cette page, comme la Grèce, ont donné des orientations normatives sur la transparence requise pour les cookies. En outre, une bonne gouvernance et la documentation des processus et procédures relatifs à la gestion des préférences en matière de cookies sont essentielles au maintien de la conformité. Les professionnels de la protection des données personnelles veilleront également à ce que leur contrôle interne de conformité et d'audit tiennent compte des exigences en matière de cookies. Et rapidement, on le sait pertinemment, il y a beaucoup de choses qui sont communes, mais il y a aussi des choses qui sont différentes. Donc, plusieurs cas d'études sur cette page-là. Les entreprises sont confrontées au défi de comprendre les points communs et les différences des réglementations de la jurisprudence et des conseils en matière de protection des données personnelles dans les différentes juridictions. Les entreprises sont confrontées à des décisions telles que la nécessité ou non d'avoir une bannière de cookies et un design de centre de préférence différent pour chaque pays ou chaque région. Si vous avez appliqué les exigences les plus restrictives de l'Union européenne,
Ces décisions sont généralement prises par des comités composés d'au moins des membres des équipes juridiques, de protection des données personnelles, de marketing et de l'informatique d'une entreprise. Donc, vraiment, c'est un travail commun dans les organisations. Et comme vous pouvez le constater, le paysage réglementaire évolue et ne rien faire ou ne pas faire évoluer n'est pas une option ou n'est plus une option. La chose importante à considérer ici est que vous devez savoir qui est tracker et kit de développement logiciel vous avez en place, ce que vous faites avec ces différents éléments et comment est-ce que vous le faites. Vous devez pouvoir détecter où se trouve la personne concernée, comprendre les contrôles dont vous pourriez avoir besoin. En outre, vous devez savoir ce qui est la conformité et décider de la mise en œuvre et de la documentation de vos contrôles. Votre site Internet, c'est votre vitrine. C'est la démonstration la plus visible de votre compréhension des différentes réglementations. Si vous n'y arrivez pas, quelle image cela donne-t-il de votre programme de conformité interne? Les régulateurs mondiaux publient des directives, ils analysent les sites, ils infligent malheureusement des amendes et poursuivent leurs enquêtes, comme la CNIL à l'heure actuelle et surtout depuis le 31 mars 2021. Rapidement, certification RGPD, c'est toujours un sujet assez vaste. On s'aperçoit de plus en plus que les certifications ISO, en fait, donc les fameuses normes ISO, compensent cette absence de certification RGPD, mais également de code de conduite. Donc, juste une petite phrase rapide. ISO 27001 n'est pas une norme, est une norme globale, pardon. Elle n'est pas spécifique au RGPD et ne constitue pas en tant que tel un instrument de certification du RGPD tel que décrit dans l'article 42 du règlement. Cependant, elle représente l'état de l'art en matière de protection de la vie privée et permettra aux organisations qui l'adoptent d'accroître leur maturité et de démontrer une approche active de la protection des données personnelles. Alors, juste deux petites notions. Tout le monde connaît normalement l'ISO 27001. Donc, c'est la norme sur les systèmes de management et de sécurité de l'information. Et la norme ISO 27701 a découlé de cette première norme et c'est la norme pour système de gestion des informations relatives à la vie privée, donc aux données personnelles. Elle permet de donner des orientations pour les contrôleurs et les fameux processeurs de données personnelles détenant la responsabilité et l'obligation de rendre compte des traitements de données à caractère personnel. Les organisations se concentrent sur les certifications ISO pour pallier l'absence de certification et de code de conduite liés au RGPD, comme je disais tout à l'heure. Et il y a énormément d'informations sur le site de la CNIL par rapport à cette fameuse norme ISO 27701. Je vous invite à aller consulter le site. Ensuite, étape suivante, les programmes RGPD bien huilés restent le point de départ de la conformité aux nouvelles réglementations mondiales. Je pense que vous avez tous vu les organisations qui sont bien préparées au RGPD, en fait, et qui examinent et révisent continuellement leurs programmes de protection des données personnelles sont en mesure de s'adapter plus facilement aux nouvelles lois. Donc, il y a énormément de lois qui sont arrivées. Vous le voyez ici, on a le fameux CCPA, CPRA en Californie. Il y a d'autres lois qui arrivent dans le monde, comme la fameuse e-privacy. Il y a des réglementations de secteur aussi. Et en général, si on prend le cas du CCPA, par exemple, il représente à l'heure actuelle probablement un des plus grands défis par rapport à une loi comme la LGPD au Brésil, qui, elle, est vraiment calquée sur le RGPD, puisque le CCPA, en fait, le CCPA adopte une approche différente de celle du RGPD en termes de droits et d'exigences. En outre, des groupes qui travaillent à la cartographie des réglementations afin de déterminer des lacunes utilisent d'autres outils comme des outils de cartographie de la vie privée, open source de Microsoft. Si on reprend l'exemple du CCPA et de ses règlements,
On a calculé qu'ils ont un impact sur entre 15 000 et 400 000 entreprises dans le monde. On estime aussi que les coûts que les entreprises peuvent collectivement encourir pour se conformer au règlement au cours des 10 prochaines années sera de entre 467 millions ou 16 454 millions de dollars. Donc, c'est quand même énorme. La conformité a un coût dans plusieurs domaines. Puisqu'il y a des coûts associés à la mise en place de l'infrastructure non technique pour se conformer aux exigences de la loi. Il y a des coûts techniques, mise en place de technologies nécessaires pour répondre aux demandes des consommateurs et autres aspects de la loi. Et enfin, il y a des coûts commerciaux, soyons clairs, qui sont potentiellement associés à d'autres décisions commerciales qui résulteront de la loi, telles que la renégociation de contrats avec des fournisseurs de services ou la modification de l'infrastructure. Par contre, ces lois-là vont également avoir un avantage concurrentiel car les normes, comme la norme californienne, peuvent souvent devenir des lois ou des normes nationales. Et c'est également un avantage pour les consommateurs. Ça incite les organisations à créer de nouvelles fonctions, de nouveaux produits ou services de protection des données personnelles qui aident les consommateurs à accéder à leurs informations personnelles, à les gérer ou à les supprimer. Et pour les entreprises, l'obligation de répondre aux demandes des consommateurs crée une demande de nouveaux produits ou de services qui faciliteront la conformité, que ce soit au CCPA ou à d'autres régulations. Il y a un rapport de l'organisation Cisco sur le retour sur investissement moyen qui est de 2,7 fois pour toute la partie privacy, donc protection des données personnelles. Et c'est quand même assez impressionnant de se dire que on voit enfin que les investissements qu'on a fait sur l'implémentation de solutions en interne ou autres donnent enfin un retour positif pour les organisations. Ensuite, on va parler rapidement des fameux trust centers. Donc, vous avez dû les voir fleurir sur les sites internet de pas mal d'entreprises. On considère que ce sont les nouvelles politiques de protection de la vie privée et des données personnelles grâce aux attentes et aux exigences accrues des consommateurs en la matière. Donc, consommateurs deviennent de plus en plus demandeurs d'informations sur la transparence des entreprises. Et donc, ces fameux trust centers vont permettre de renforcer la confiance et la loyauté des consommateurs et des autorités réglementaires à l'égard d'une marque. Il y a plusieurs exemples d'entreprises qui ont à l'heure actuelle sont passées de cette fameuse politique de confidentialité au Trust Center. Les exemples, c'est Cisco, Microsoft, Salesforce, SAP, Adobe. Je vous invite également à nouveau à aller sur leur site internet pour voir ceci. Donc, vous voyez, on passe de la première page à un centre un trust center avec toutes les informations à un seul et même endroit. Ce qu'on a vu aussi, c'est que la confiance, et ça tout le monde le sait, je pense à l'heure actuelle, la confiance est le moteur de la prochaine décennie de la croissance et de croissance et de différenciation. Dans les années 2000, c'était vraiment, on prenait une organisation on choisissait une organisation par rapport à son prix, à sa qualité, mais on voit cette évolution que maintenant, il devient de plus en plus important d'avoir cette confiance et cette transparence avec de l'organisation avec laquelle on va signer un contrat. Expérience, engagement, prix et qualité deviennent plus ou moins secondaires. Et ce qu'on veut aussi, c'est que l'organisation avec laquelle on va travailler, ou même nous en tant que consommateurs, on ait cette vision sur le développement durable, sur la diversité humaine et la transformation de la confidentialité des données. Donc vraiment, à nouveau, cette idée de confiance dans les organisations. Et je pense que vous avez probablement tous vu cette publicité. Ce n'est pas seulement Apple, mais Google, Facebook mettent également en place des contrôles de confidentialité à l'attention de leurs utilisateurs dans le but de gagner leur confiance en leur offrant transparence et choix.
Au niveau des rapports consommateurs, donc la vie privée devient vraiment importante dans la vie de chacun et 75% sont au moins modérément préoccupés par la confidentialité des données personnelles. On a 96% des Américains qui sont d'accord pour dire qu'il faut faire davantage pour que les entreprises protègent la vie privée et les données personnelles des consommateurs. Et enfin, de plus en plus de personnes sont prêtes à payer plus pour que de meilleurs dispositifs de protection des données personnelles soient mis en place. Je vais parler rapidement des évolutions des réglementations européennes en matière de protection des données personnelles. Donc, en plus du RGPD, on a maintenant un projet de Data Governance Act qui a pour objectif de créer un marché unique des données, favoriser la disponibilité des données pour leur utilisation, accroître la confiance dans les intermédiaires de données. Donc, ça, c'est très, très important. À nouveau, cette idée de confiance. Renforcer les mécanismes de partage des données dans l'Union européenne et enfin exploiter le potentiel des données au profit des entreprises et des citoyens européens. Il y a également la loi sur les services numériques et la loi sur les marchés numériques. Donc, ces deux lois, en fait, vont permettre de créer un espace numérique plus sûr dans lequel les droits fondamentaux de tous les utilisateurs de services numériques sont protégés. Ça va également établir des conditions de concurrence équitables pour favoriser l'innovation, la croissance et la compétitivité, tant sur le marché unique européen qu'au niveau mondial. Et bien sûr, ces deux nouvelles lois vont avoir un impact, bien sûr, sur le RGPD. Donc, ça va permettre d'avoir des règles de transparence et de responsabilité renforcées qui vont compléter le fameux RGPD. Ça va renforcer toute la partie sur le partage de données. Ça va également permettre de mettre en place de la prise de décision automatisée et ce principe de responsabilité renforcé. Et enfin, favoriser la compétitivité du marché numérique. Les objectifs de la loi sur l'intelligence artificielle, donc très rapidement, elle vise à établir un cadre juridique fondé sur les risques pour l'intelligence artificielle afin de promouvoir le développement de l'intelligence artificielle et de faire face aux risques potentiellement élevés qu'elle représente pour la sécurité et les droits fondamentaux également. Voyez les 4 objectifs, donc s'assurer que ces systèmes qui sont mis sur le marché européen et utilisés soient sûrs et respectent les lois existantes, garantir la sécurité juridique et faciliter l'investissement et l'innovation dans l'intelligence artificielle, renforcer la gouvernance et l'application effective de la loi existante sur les droits fondamentaux et également faciliter le développement d'un marché unique pour les applications de l'intelligence artificielle. Rapidement, je voulais juste vous montrer des informations sur OneTrust. Donc, OneTrust ne fait pas uniquement sur la partie protection ou gestion des données personnelles. On a également beaucoup d'informations. Je parlais de Data Guidance, en fait, qui est notre base d'informations sur les différentes législations. Mais on a également pas mal de cadres différents sur l'éthique, sur la partie GRC, sur la partie gestion des vendeurs et des risques tiers. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à vous connecter sur notre site onetrust.com ou onetrust.fr et vous y trouverez toutes les informations possibles sur les différents modules, mais également comment nous contacter. Merci de m'avoir écouté.